Bonjour Eva. Bonjour Christian. Il me semble que c'est la deuxième fois que vous vous asseyez dans ce beau fauteuil jaune qui est la marque de Troussepas. Tout à fait. C'est la deuxième fois que j'ai la chance de contempler ce magnifique paysage en arrière-fond que personne ne voit à part nous deux. Voilà. Oui. Oui, parce que la caméra ne va pas se tourner vers le lac. On va se tourner sur votre deuxième recueil. Mais permettez-moi, Eva Marzi, de revenir sur Nuit Scribe, ce très beau recueil qui a eu le prix René Vivion 2021, poétesse anglaise du tournant du XXe siècle, qui écrit de très beaux poèmes d'amour, et puis aussi le prix de la Société des gens de lettres, de la Société genevoise des gens de lettres, ou des écrivains. Voilà. On va y arriver. Et du coup, premier recueil, Nuit Scribe, et 2 prix. Qu'est-ce que ça fait de recevoir des prix littéraires ? C'est encourageant, je dirais, parce que c'est vrai que quand on débarque un peu de nulle part, comme c'est mon cas, puisque je suis un peu toute nouvelle en poésie, dans le milieu, disons, littéraire, si il en existe un. Donc c'est plutôt, moi je l'ai plutôt pris comme un encouragement, disons, à me dire voilà, ce que j'écris peut résonner pour d'autres personnes, et puis il y a quelque chose à creuser, parce que c'est vrai que si on n'a pas de... Au contraire, s'il n'y a pas assez de bons retours, peut-être qu'on se décourage. Donc voilà, c'est plutôt un appel à poursuivre. Voilà, moi je le vois plutôt comme ça. Un encouragement, d'autant plus qu'un grand poète en Suisse romande, Pierre-Alain Tache, non seulement a préfacé ce livre, il l'a aussi accompagné d'une certaine façon. Et vous avez reçu cet accompagnement un peu comme un mentorat ou comme une fraternité ? Un peu des deux en fait. C'est ça qui est beau avec ces... moi en fait ça faisait déjà quelques années que j'écrivais, et puis du coup pour me donner un cadre, pour être un peu moins seule, voilà, pour aussi confronter ce que j'écrivais à d'autres personnes, à des lecteurs. Il y a ce très beau programme donc, de l'Institut littéraire de Bienne, et dont le master est à Berne, que j'ai fait. Et puis là, j'ai fait des rencontres formidables. Pierre-Alain Tache, il y a aussi Lou Le Pori, il y a aussi Fabiano Alborghetti qui m'a aussi accompagnée un peu pour Hippocampe, justement. Et puis ces rencontres-là, je pense qu'elles ont complètement façonné à la fois mon écriture, et puis peut-être un apprentissage de ce que c'est de retravailler un texte, par exemple. Il y a eu beaucoup de choses de cet ordre-là. Ils m'ont donné beaucoup d'eux, en fait, aussi dans les retours qu'ils m'ont fait. Et puis c'était très fraternel, c'était vraiment un début d'échange avec d'autres poètes, en fait. Donc, et puis aussi, j'ai compris, je pense à ce moment-là, que ce que j'écrivais était de la poésie, parce que pour l'instant, c'était pas forcément très clair dans ma tête. Voilà. C'est ça que ça m'a permis aussi de clarifier au début, avec le regard de ces poètes, en fait, qui m'ont dit, bah voilà, c'est ça. Enfin, ils m'ont pas dit que c'était ça que je faisais, mais ils m'ont dit, voilà, c'est poétique, quoi. C'est poétique, c'est une orientation poétique. Et puis j'aimerais revenir à ce premier recueil, Nuit Scribe, en me disant qu'il est très proche du recueillement. Une forme de recueillement dans Nuit Scribe. Oui, alors le recueillement, je sais pas vraiment par rapport au recueillement. Recueillement, dans la mesure où il y a une intériorité, vous allez chercher en vous de quoi exprimer ce qui vous étonne par rapport au monde. Et puis c'est une poésie très fragile pour dire la fragilité du monde. Oui, ben pour moi la poésie de toute façon c'est toujours une forme de recueillement, c'est-à-dire c'est vraiment un retour à soi. C'est un retour c'est une manière de se connecter à soi-même, au monde, mais surtout à soi-même. D'ailleurs quand je le fais pas, je ressens qu'il me manque un peu une connexion à moi, en fait. Donc je crois que c'est Pessoa qui disait que l'écriture, c'est sa manière à lui d'être seul. Donc d'être seul, pas d'être seul pour être seul, mais d'être seul avec soi-même, en fait. C'est vraiment ça. Du coup, tant mieux si on le ressent là-dedans. C'est un peu moins le cas, le recueillement pour Hippocampe. Encore que. Dans Hippocampe, qui est sorti dernièrement aux éditions La Veilleuse,
Comme on voit ici, Hippocampe, c'est un tout autre projet. Je reste encore avec la Nuit Scribe, puis j'aimerais vous soumettre, Eva Marzy, une réflexion que j'ai glanée dans le tout dernier Paul Valéry, qui meurt en juillet 1945, et en mai 1945, il écrit son dernier poème en prose, qui s'appelle L'Ange. Et on y trouve cette première phrase: « Une manière d'ange était assis au bord de la fontaine. Il s'y mirait et se voyait homme et en larmes, et il s'étonnait à l'extrême de s'apparaître dans l'onde nue, cette proie d'une tristesse infinie. » Et si je vous soumets cette phrase assez étonnante de Valéry, l'ange, c'est qu'il y a deux anges dans Nuit Scribe, un à la page 17 et un à la page 25. Je vois, pour que l'ange oublie, un ange s'est retranché. Alors, quels sont ces anges, Eva? Alors, très bonne question, merci de la poser. L'ange, pour moi, alors ça, c'était une grande discussion que j'ai eue avec un de mes mentors, Lou Lepori, qui s'interrogeait aussi sur cette figure de l'ange. Donc j'en avais beaucoup parlé avec lui, et ça m'a permis aussi de moi-même de comprendre ce que signifiait cet ange dans mon esprit. Et en fait, pour moi, ce n'est pas une figure... comment je peux l'exprimer? C'est pas une figure ni d'ordre religieux, ni même d'ordre purement spirituel. L'ange, je le perçois pas comme ça en fait. Moi j'utilise un peu dans ma tête le terme d'ange pour parler. D'ailleurs, j'ai hésité à changer ce terme pour parler de présence éthérée en fait, pour parler presque même d'un manque de présence au monde. C'est du spectral en soi. Voilà. Alors, oui, après spectral, ça fait encore, pour moi, ça fait encore référence à un autre, au spectre, à un autre univers. Mais pour moi, il y a des personnes qui alors c'est très archétypal, hein, mais il y a des personnes avec qui on peut échanger, communiquer, qui moi me rappellent des anges en fait. Typiquement, le personnage principal de Hippocampe, Malik, est un peu comme ça. C'est quelqu'un qui est à mi-chemin entre ici et ailleurs dans sa tête, c'est-à-dire que sa présence au monde n'est pas tout à fait ancrée. Et puis j'aime bien l'idée de pouvoir, parce que tel que moi je me perçois moi-même par exemple, je ne suis pas du tout un ange, hein, mais dans le sens où il y a quelque chose de l'ordre de pouvoir à un moment donné quitter son corps pour être un pur esprit. Voilà. Du coup, je sais que quand j'étais par exemple plus jeune, quand j'étais plus petite, il y a des moments où je faisais des absences. Donc là, je suis dans des choses très concrètes, hein, mais plus ou moins concrètes. Absence, voilà. Plus ou moins concret, où ça m'arrivait d'être dans des situations. Enfin, par exemple, il y a une foule autour de moi, et puis d'un coup, je perds pied. Donc vous vous absentez du monde. Voilà, on s'absente. Et puis ça peut arriver, je pense, à tout le monde à n'importe quel moment. Et c'est dans c'est vraiment ce manque de présence, le fait de n'être personne à un moment donné. C'est ça pour moi, l'ange, c'est ça. Voilà. Donc rien de particulièrement, voilà. Rien de particulièrement, ou tout particulièrement, puisqu'il ouvre à cet entre-deux. Et l'entre-deux, dans la mise en page, dans les blancs du poème, c'est évidemment un guide assez magnifique, puisque la poésie, elle cherche justement à cheminer dans cet entre-deux, d'une certaine manière. Oui, bah oui, tout à fait. Entre soi et le monde, ouais. Entre les bruits du monde et le silence en soi, ou le bruit en soi et le silence qu'on recherche dans le monde. Oui. La poésie, n'est-ce pas l'expression de l'entre-deux par excellence? Oui, de l'entre-deux, et aussi beaucoup pour moi, en tout cas, de l'incertitude et du non-dit, de choses qui doivent rester à un moment donné tacites, en fait, cette notion de silence qui est peut-être plus parlant que les mots. Donc tout ça, moi je ressens beaucoup dans ma vie en général, et tout ça, c'est ce qu'on essaye, je pense, enfin en tout cas ce que j'essaye de faire aussi passer à travers la poésie. Donc, et je pense que c'est partie liée avec cette figure de l'ange également, en fait.
c'est toujours cette posture en effet d'être ici et ailleurs, de circuler entre entre les mots, les silences, voilà, voilà, plus parlant que les mots. Donc c'est un grand voyage, la poésie, je comprends, pour vous, et pas seulement un voyage terrestre, mais un voyage aussi maritime, méditerranéen, avec ce troisième ange, si j'ai bien compris, qui est Malik. Malik, le protagoniste de ce drame à 3 voix, Hippocampe, un recueil très, très singulier, votre deuxième recueil, Eva Marzi, qui nous entraîne dans des réalités humaines extrêmement dures et qui commence dans un entre-deux à l'hôpital à Genève, quand Malik se remet d'un grave accident de vélo qu'il a laissé comateux, et il est dans cet état. Alors là, on peut parler d'un entre-deux d'hospitalisation. Il essaie de se repérer après une désorientation due à cet accident. Et ça, c'est un premier acte très dramatique. Oui, c'est vraiment le point de départ d'Hippocampe. Donc c'est cette, en fait, on démarre au début du livre avec la deuxième phase en fait déjà de l'amnésie. Donc c'est comme vous l'avez très bien exprimé. Donc c'est ce jeune garçon Malik qui se réveille d'un trou noir en fait. Il a eu un accident de vélo et on ne sait pas non plus pourquoi il est tombé. Les automobilistes disent simplement qu'ils l'ont vu tomber. Donc voilà, et lui-même ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, mais il se réveille de ça. Et puis il y a une première phase qui n'est pas dans le livre, qui est plutôt de l'ordre du trou noir en fait, où il se réveille et puis il voit des formes fantomatiques, voilà. Et là on se réveille avec lui en fait dans la deuxième phase, qui est la phase où il va devoir réapprendre en fait à se reconnecter avec le monde autour de lui. Et il a oublié son nom, il reconnaît plus son propre visage, le sien, mais il souffre pas. C'est ça qui moi m'a intéressée dans cette thématique-là en fait de l'amnésie, c'est que il y a une forme de légèreté en fait, en tout cas au début. Après ça se complexifie un peu, mais au début il y a cette forme de légèreté dans l'oubli qui fait que c'est comme s'il renaissait à lui-même au milieu de sa vie en fait. Et ça me fascinait d'imaginer qu'on puisse être comme ça une page blanche quoi, à un moment donné. Une page blanche, un nouveau-né à soi-même, réapparaître à soi-même alors qu'on ne se reconnaît plus. Et puis il y a ce dialogue souvent silencieux ou interrogatif avec une jeune femme, Sophia, qui le connaît. C'est peut-être sa copine, c'est peut-être son amante, c'est peut-être celle qui l'a recueilli en tant que réfugié tunisien à Genève. On ne sait pas trop. On va essayer de deviner ça, il y a beaucoup d'entre-deux. Et Sophia va être celle qui va le remettre sur ses propres rails d'une certaine façon, ou qui tente de le faire. Oui, tout à fait. Oui, elle est là depuis le début en fait, et c'est ça un peu aussi la cruauté, si je peux dire, de cette histoire-là. C'est-à-dire que lui, c'est une page blanche, et puis quand il va réécrire sa propre existence, mais c'est comme un livre, donc on l'écrit du début, quand on perd la mémoire. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va recommencer à se souvenir de sa propre vie, mais il se souvient d'abord de son enfance. Et c'est chronologique en fait. Du coup, étant donné qu'il n'est plus sur les lieux de son enfance, il n'a plus sa famille, il n'a plus ses amis de l'époque, puisqu'il est dans un pays étranger, il a cette fille qui est là, mais qui, elle, fait partie de son présent, et dont il va se souvenir finalement tard, très très tard. Et c'est... Voilà, ça c'était aussi quelque chose qui, moi, m'interrogeait par rapport à qu'est-ce qui va se passer pour lui dans cette reconstruction. Et c'est vrai qu'il y a deux histoires un peu dans ce livre, je crois. Il y a son point de vue, deux points de vue, disons. Il y a le point de vue de Malik, qui est le point de vue de Sophia, donc de cette fille qui, elle, est dans une toute autre perspective, c'est-à-dire qu'elle doit vraiment elle va l'aider à se reconnecter, à réapprendre qui il est, en tout cas ce qu'elle connaît de lui.
Et donc en l'amenant faire des balades là où ils aimaient aller. Au bord du lac. Au bord du lac, voilà, en forêt. Elle va lui montrer des photos, essentiellement aussi beaucoup de son appartement. Et et puis il faut se dire aussi qu'à ce moment-là, en fait, ils sont ensemble depuis peu de temps. Donc c'est une relation presque... C'est dans la première année d'une relation. Donc on ne s'imagine pas qu'on va devoir apprendre à son copain avec qui on sort depuis 9 mois à se brosser les dents ou à... Voilà. Donc, à réécrire. À réécrire. Notamment, vous parliez, Eva, de cette page blanche qu'est Malik pour lui-même, réapprendre aussi à écrire, le pouce et l'index. Donc, en fait, c'est une formidable métaphore de l'écriture, comment on met en scène, comment on la dramaturgie d'un récit aussi complexe que celui-là, par le défi de la poésie. Oui. Ça, c'est vrai que c'était vraiment le défi de ce livre-là, c'est qu'avec Nuit Script, j'avais traité aussi un petit peu de cette question du langage, un peu cette métaphore du langage. Là, elle était présente, mais plutôt pour moi, enfin plutôt dans comment est-ce que finalement on raconte une histoire en poésie. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que j'avais l'habitude de faire, ni même beaucoup de lire, parce qu'il y a finalement pas tant d'écrivains ou de poètes qui le font dans l'espace francophone. En tout cas, Vous en avez un en tête? Oui, j'ai Antoine Vauters, évidemment, j'ai Marmoud de la Montée des Eaux. J'ai aussi... moi, c'est aussi des auteurs que je lis en général, donc évidemment, ça c'est un livre que j'ai adoré, qui m'a beaucoup marqué, et aussi inspiré en me disant, tiens, voilà, on peut écrire là, c'est carrément un roman en vers, je dirais, donc c'est un petit peu différent, mais ça peut quand même se rapprocher de ce que j'ai essayé de faire. Et puis, également des auteurs plutôt italophones, donc du Tessin, ici pas loin. Que vous traduisez par ailleurs, aussi? Oui, alors ça m'est arrivé... Ça, c'est votre activité de traductrice des textes italiens. Oui, voilà, exactement. C'est une poésie aussi à laquelle je suis sensible, de ces auteurs italiens, italo-tessinois qui sont dans une veine un peu plus, des fois narrative, comme Fabiano Alborghetti par exemple, que j'aime énormément, qui lui a carrément, avec l'Opposta Riva, il a passé lui des années avec des migrants, donc c'est encore à une toute autre échelle, il l'a fait. Ou alors des auteurs qui écrivent aussi dans une veine sociale, mais qui reste très très poétique. Moi je mettrais même Iari Bernasconi là-dedans, avec Nouveau jour de poussière, il y a Fabio Pusterla, voilà, ça c'est une poésie qui m'influence beaucoup. Donc le défi, c'était de réussir à trouver déjà un point de départ pour écrire une histoire qui est une poésie des autres, en fait, qui n'est plus... en tout cas pas à première vue relié à moi, et puis aussi de trouver la juste distance et quand même la proximité affective pour écrire ce livre-là. Et ce qui me frappe en vous écoutant, Eva, c'est que par cette forme poétique, par ce souci de raconter une histoire, c'est comme si vous prêtiez à ce jeune réfugié tunisien qui exprime le drame de tous les réfugiés qui essayent de traverser la Méditerranée. Il va d'ailleurs évoquer une traversée assez mouvementée, d'abord à Lampedusa, puis ensuite la remontée de la péninsule, puis le passage de la frontière en Suisse où il voudra absolument rester, non pas partir comme un ami en Allemagne. C'est que nous ne sommes absolument pas attentifs à l'histoire que les migrants pourraient nous raconter. Donc cette manière de chercher l'histoire qu'il a à se raconter sur sa propre page blanche, n'est-ce pas une manière de nous dire, ils ont des choses à nous dire. Ils ont une histoire à raconter qu'on n'écoute pas. Oui, c'est exactement ça. Je dirais même que ce qui était important pour moi par rapport à ça, parce qu'il y a des monographies, des articles essentiellement anthropologiques qui ont été écrits où la voix de ces personnes-là, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours entendue, mais elle l'est quand même. Il y a quelque chose qui passe. Après, c'est comment est-ce qu'on interprète cette voix-là. Et puis, pour moi, ce qui était vraiment important, c'était de restituer cette histoire dans toute sa nuance, c'est-à-dire avec ses ambiguïtés potentielles
et de ne pas chercher à les résoudre, parce qu'elles ne sont pas forcément à résoudre à mon avis. Donc la vie de Malik, elle est faite de ces ambiguïtés-là. Pour vous donner un exemple, il y a ça, c'est ce qu'il raconte en fait, Malik, c'est qu'il il ne cherchait pas à partir. Donc il était bien en Tunisie, il a du travail d'ailleurs dans le tourisme, il est dans un hôtel, il est parfaitement Il est animateur, bien. musicien, Voilà. dans des hôtels pour touristes, on peut Oui. imaginer à Djerba ou... Ouais, c'est enfin, dans la région de Zarzis, ouais, Oui. Dans le sud tunisien, il gagne sa vie, enfin en tout cas suffisamment pour avoir Oui. envie de rester. Exactement. Et puis il y a les drames qui ont traversé le Maghreb, Oui. les révolutions arabes, les attentats djihadistes. Exactement. Et c'est ça qui le fait partir, qui le pousse à partir malgré lui. Alors je dirais que c'est ça. Ça c'est un des critères, aspects, oui. un des aspects. Il y en a d'autres. Il y a, je pense, et c'est là que je voulais en venir par rapport à cette histoire d'ambiguïté, c'est que, alors il y a ça d'un côté où voilà, il se dit bah maintenant l'avenir est incertain en Tunisie, donc il est au chômage alors que tout allait relativement bien pour lui. Il a aussi, lui, cette idée que pour pouvoir être musicien, en Tunisie c'est très compliqué, voire dans sa tête à lui, disons, presque impossible, qu'il y aurait moins de débouchés qu'en Europe à ce niveau-là. Disons qu'au niveau d'une carrière en tant que musicien, ça c'est plus compliqué. En Tunisie, plus facile de le faire à partir d'un autre endroit. Et puis il y a aussi, il me raconte aussi sur une autre histoire qui est celle, une histoire en fait d'enfance. Qui n'est pas dans le livre, d'ailleurs j'aurais dû le mettre, je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis. Mais qu'on devine, parce qu'il parle des sensations de son enfance. Il va parler de cette sensorialité, de cette sensualité même de l'enfance. Oui, et c'est vrai qu'il raconte, il y a une histoire qui est assez forte où il est, à un moment donné, il déménage avec sa famille au bord de la mer. Donc ils étaient à Tunis, ils partent pendant un moment vivre et puis après il revient. Et là, il y a quelque chose qui est assez fondamental pour lui, c'est qu'il regarde la mer avec son frère et il se dit, voilà, qu'est-ce que ça ferait de partir de l'autre côté. Et ça, moi, c'est ce genre de choses-là qui m'intéresse dans ces vies, c'est-à-dire qu'en fait, les deux éléments, c'est-à-dire le fait qu'il me dise que il regarde la mer et il pense déjà, quand il est petit, à partir, et en même temps, il ne veut pas partir, il est bien en Tunisie. Tout ça, c'est des contradictions qui nous animent tous, en fait. On est tous faits de... Il y a des fois des choses conscientes, des choses qui se trament sous la surface, des choses dont on n'est pas complètement conscient, en fait. Il y a les rêves, il y a ça, et puis aussi quand même une sorte de désillusion collective qu'on perçoit chez les jeunes Tunisiens, et là, c'est pas forcément moi qui le dis, ça, je me base plutôt sur les travaux de spécialistes qui disent que voilà, il y a quand même cette désillusion générale qui fait que même si on a fait des études, même si on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir, quand on vient aussi d'un quartier qui est plus populaire, quand on a, eh bien, il y a cette croyance que la réalisation de soi est difficile en Tunisie et qui se vérifie quand même dans pas mal de cas. Donc il y a aussi tout un contexte, je dirais, social, sociétal qui fait que... et puis aussi, il y a cette question du tourisme où, évidemment, il va être dans un espace qui est connoté, qui le porte déjà vers un ailleurs, en fait, tout simplement. Tout à fait. Pour gagner sa vie. Alors, j'aimerais revenir d'abord à cet hippocampe qui n'est pas forcément le charmant petit animal marin qui parcourt les mers, mais qui est cette glande... cérébrale où, dit-on, se forment les émotions et surtout se retiennent les souvenirs, d'où le titre du recueil, Eva. Et puis, si vous n'en avez pas fait un roman, je me suis dit que c'est pour avoir débarrassé tous les mots inutiles ou les descriptions trop longues, et que vous en avez fait justement, par la forme poétique, l'essentiel de ce qui peut être dit, sans qu'un seul mot ne soit de trop. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas.
C'est ça le défi peut-être. Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai qu'en fait... Ramener à l'essentiel ce Ouais. récit Ouais. narratif, si c'en est un. Je me suis posé la question si finalement j'aurais pas dû faire un roman, mais en fait je pense que non, parce que ce qui est compliqué avec ce livre-là, c'est que à la fois au niveau de la... Il a fallu faire des compromis des deux côtés. C'est-à-dire que vu que c'est pas un roman, il nous manque des éléments, on n'a pas tout dans ce livre-là. J'aurais pu le rallonger, mais je pense que ça aurait été pareil, il y a beaucoup de zones d'ombre. Notamment la fin, où on va deviner un retour assez problématique. Oui. Oui, exactement, cette fin un petit peu en queue de poisson, Oui, en fait. tout à fait. Oui. Et puis en même temps, par rapport à la poésie, le fait de raconter une histoire, ça nous oblige aussi à être moins lyrique, entre guillemets, enfin à trouver une forme plus simple de dire, plus directe, plus dialoguée aussi. Et ça donne un peu cet entre-deux. Maintenant, je voulais vous répondre autre chose et puis ça m'est sorti de la tête. Pas de mots de trop, mais... Voilà, pas de mots de trop. Oui, oui, oui. Non, mais c'est exactement ça. Puis je pense que ce qui m'a aidé, ce qui m'a poussé aussi peut-être à choisir la forme poétique pour ce livre-là, déjà c'est parce que c'est ce que j'écris de façon générale, donc c'est venu par texte court comme ça. Mais aussi, je pense que le fait que ça touche au souvenir, c'était une forme qui se prêtait bien en fait à la poésie. Dans le sens où la manière dont j'ai l'impression que la manière dont on se souvient, parce que j'ai commencé par écrire ce livre avec la première partie qui est vraiment à un moment donné où il y a toutes ces réminiscences, sur son lit d'hôpital. Sur son lit d'hôpital, et puis après où il est même dans la rue, il y a des souvenirs qui explosent un peu comme des petites bombes comme ça dans sa tête en permanence. Et le souvenir fonctionne un petit peu comme à mon sens comme la poésie, c'est-à-dire où c'est par flash. Les choses nous reviennent par vagues, par images. Il y a beaucoup on a un souvenir d'un détail, et puis après tout le reste autour en fait s'est effacé. On ne sait plus. On se souvient pas de façon linéaire en fait. C'est beaucoup, c'est très fragmenté. Et je trouvais que ça se prêtait bien à écrire, à lire ça avec de la poésie. Oui. En tout cas, ça le permettait assez facilement. Oui, d'autant plus que la plupart des pages qui agencent ce récit se terminent justement par deux vers. Au fond de lui, l'horizon s'appesantit, ou bien passer de Tunisien à clandestin. Et cette seule phrase va nous faire voyager dans les angoisses, les destins brisés de tous ces réfugiés. Et puis celui-ci, avec lequel nous pourrions terminer, Eva Marzy, exile celui qui demeure en marge de sa propre vie. N'est-ce pas aussi le poète ou la poétesse qui est en marge de sa propre vie? Oui, bah c'est la condition, peut-être la condition humaine. Enfin, on peut aussi être en exil dans sa propre existence. C'était ça que j'essayais d'exprimer, c'est que c'est aussi un exil intérieur, en fait. C'est au large de sa propre vie. Au large. Au large. Mais oui, c'est cet abîme aussi intérieur qui est là, où finalement on est exilé en soi-même, et ça c'est le pire en fait. C'est le pire, je pense. Et je pense qu'on peut tous, alors pas forcément que le poète, on peut tous l'expérimenter à certaines périodes de notre existence. Sauf que le poète ou la poétesse que vous êtes va tenter de nous donner les mots pour exprimer ça. Et moi, je suis très rassuré parce que votre hippocampe, là, dans votre tête, Eva, fonctionne très bien avec tous vos souvenirs. Et la poésie en devenir, non? J'espère. Très bien. Merci beaucoup de ce voyage. Merci. Merci.